tout d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Marotel, donc je suis le fondateur de l'agence Tweno. J'ai un blog, j'ai aussi une chaîne YouTube à peu près avec une centaine de vidéos essentiellement sur le SEO. J'ai également eu l'occasion de publier à plusieurs endroits et je suis assez présent également sur LinkedIn. Alors, l'objectif pour moi, c'est de vous présenter plusieurs choses. Premièrement, comment est-ce que j'ai fait pour lancer mon agence et surtout quel était vraiment mon cheminement pour réussir, entre guillemets, alors je ne suis pas sûr d'avoir réussi, mais en tout cas pour tenter de créer justement une marque. Ça va être le premier aspect, donc je vais vous parler à la fois de positionnement dans un premier temps et puis ensuite la matérialisation concrète du branding, notamment avec le SEO et également avec les réseaux sociaux. Et dans un second temps, pour moi, l'extension logique, en tout cas quand on fait du SEO, et à mon sens au SEO Camp actuellement, on n'en a pas encore suffisamment parlé, mais l'écologie s'invite à peu près partout, à mon sens, aujourd'hui. Et je crois que faire une conférence dans le numérique et au SEO Camp en faisant l'impasse de l'écologie, à mon sens, c'est une erreur. Donc je vais essayer de rectifier un peu la chose. Alors, tout d'abord, pour moi, un branding, ça commence toujours par un positionnement fort de marque. Alors, l'idée, c'est pas du tout pour moi de faire de l'autopromotion, mais simplement pour vous cadrer un peu ce que j'ai vraiment tenté de faire. Et après, je vais vous indiquer comment ça s'est matérialisé avec mon branding. Donc concrètement, ça c'est mon agence qui s'appelle Tweno. Alors pour le coup, moi je suis vraiment un pure player. Je ne fais absolument que du SEO. Souvent j'ai des clients qui me contactent pour du community management ou de la publicité. C'est pas du tout mon truc. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment être spécialiste. Et donc moi j'ai vraiment fait le choix justement du référencement naturel. Autre point, c'est que j'essaye d'être un SEO, ou en tout cas de créer une agence SEO, un cordonnier bien chaussé, entre guillemets. Donc autrement dit, avoir des résultats avec ma propre agence, ça paraît un peu le b.a.-ba, mais en fait quand on regarde concrètement ce qui se fait, c'est pas forcément le cas en fait. Donc quand on tape agence SEO Paris, c'est toujours assez hallucinant de voir que les 5 premiers résultats, c'est de la pub. Donc bon, j'ai rien contre les gens qui font de la pub, mais l'idée pour moi, c'est en vendant une prestation SEO, c'était important, c'était même essentiel d'obtenir des résultats en naturel. Alors, bon, je sais que là, il y a eu une conférence juste avant Black Hat, White Hat. Alors moi, clairement, au niveau de mon positionnement, j'ai vraiment fait un choix assez partisan d'être une agence. Alors, j'ai pas mis 100% White Hat parce que quand je mets 100%, il y a toujours des gens qui vont me dire « oui, mais on n'est jamais complètement white hat, da. » Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de me rapprocher du mieux possible, en tout cas, des guidelines de Google. Donc, clairement, moi, je ne vais pas du tout vous parler de PBN, je ne vais pas vous parler d'éléments qui peuvent être plus ou moins exotiques. Ce n'est pas du tout ce que je fais, et autant auprès de mes clients qu'avec ma propre agence. Donc voilà, donc pour moi, le respect des guidelines, c'est vraiment important. Je fais vraiment mon maximum en tout cas pour essayer de m'en rapprocher, notamment pour éviter au maximum que mes clients finalement soient à risque et en évitant par conséquent le risque de pénalité. Autre point, alors là c'est pareil, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je trouve à titre personnel que l'industrie du SEO est un secteur qui est relativement opaque. Quand on creuse un tout petit peu les agences, il y a globalement beaucoup d'agences qui disent qu'elles font du SEO white hat. Quand on creuse un tout petit peu, finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc moi j'ai vraiment essayé justement de faire un peu un vœu de transparence, et c'est pour ça qu'avec vous je vais vous montrer absolument mes chiffres en toute transparence, parce que j'ai rien à cacher, et globalement d'ailleurs, je pense que cacher des choses aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne chose. À partir du moment où on a Ahrefs ou SEMrush, vous pouvez avoir l'ensemble de mes informations, donc autant les partager directement avec vous depuis les sources telles que Google Analytics ou Google Search Console. Alors, autre chose que j'aime bien faire avec mes clients, pour le coup, j'aime bien être transparent, notamment sur la temporalité. Je pense qu'en tout cas, quand on fait du SEO white hat, on n'a pas des résultats en 2 jours, surtout quand on a un client qui a une boîte qui vient de lancer son site. Et donc moi, je répète sans arrêt, je suis vraiment une sorte de commercial un peu anti-glamour, où je dis à mes clients, voilà, on va se lancer ensemble, ça va prendre du temps, ça va être un gros travail. Néanmoins, à force justement de travail et de méthode, on va réussir à obtenir des choses. Donc ça, les risques, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et autre point également qui est extrêmement important pour moi, et donc je vais en parler plus sur la seconde partie, le fait d'allier performance SEO et environnement. Pour moi,
n'y a pas de contradiction en fait. Je pense vraiment que le fait d'avoir un site qui va être rapide, qui va charger avec des images qui vont être pas forcément très lourdes, etc. Tout ça va dans le sens globalement d'un SEO qui va être performant et également dans le sent de l'environnement. Donc il y a beaucoup de secteurs où c'est pas le cas. À mon sens en tout cas avec le SEO, c'est clairement le cas. Donc dans la mesure aussi où je fais du SEO white hat, bien évidemment le contenu est roi, et pour le coup pour moi c'est pas une sorte de petite blagounette comme ça, hein, the content is king, on entend parler de ça depuis à peu près toujours. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de prendre cette phrase au pied de la lettre et je vais vous montrer notamment comment ça s'est matérialisé notamment sur mon contenu de blog avec une création assez intense de contenu, voilà. Alors, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien, dont, à mon sens, en tout cas, on ne parle pas suffisamment, c'est simplement la technique du Skyscraper technique de Brian Dean, qui est finalement une méthode extrêmement simple, que tout le monde peut comprendre sans aucune once de difficulté. C'est simplement essayer de proposer un contenu qui va être tout simplement meilleur que la concurrence. C'est très facile à dire. Concrètement, le fait de le mettre en pratique, c'est là où c'est difficile, parce qu'il va falloir rechercher et il va falloir vraiment essayer de battre la concurrence avec un contenu qui va être meilleur. Mais c'est exactement ce que je fais avec mon blog. Alors là, le bonhomme que vous voyez que j'ai complètement loupé lorsque je l'ai dessiné, c'est Neil Patel, qui dit que le contenu plus long a tendance à performer davantage à tous les niveaux. Donc c'est exactement dans quoi je m'inscris avec mon agence. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui est assez facile à dire, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Et d'ailleurs, j'en suis le premier coupable. La régularité, globalement, je vais vous montrer par la suite les chiffres que j'ai obtenus, mais à un moment donné, sur mes chiffres d'agence, j'ai atteint 11 000 visiteurs par mois sur mon site en moins d'1 an. Et après, j'ai vraiment eu beaucoup plus de clients, donc c'était difficile pour moi de créer à la fois du contenu de manière massive, entre guillemets, et de gérer mes clients. Et à partir du moment où j'ai commencé à moins produire de contenu, et ma courbe a eu tendance à aller vers le bas. Alors, autre chose également, pour que vous ayez un peu la full picture de tout ça, moi quand j'ai commencé mon agence, alors je ne vais pas faire Cosette, mais j'ai vraiment commencé sans argent. Donc ça, pendant les 3-4 premiers mois, j'étais avec des revenus de zéro. Je vous dis ça, non pas encore une fois pour avoir une tendance larmoyante, simplement pour vous faire comprendre que voilà, aujourd'hui, pour les gens qui souhaitent potentiellement se lancer avec un site web, il y a possibilité de créer une agence, ou en tout cas de créer un site qui va vraiment avoir de l'attraction. Tout ceci sans budget à partir du moment où vous travaillez suffisamment. Donc moi, là, pour lancer mon agence, en 1 an, j'ai travaillé comme une sorte de grande mule, clairement, pour pouvoir justement lancer la machine. Alors ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, donc notamment sur le contenu creusé. Effectivement, moi, je fais vraiment en sorte, en tout cas, de proposer un contenu extrêmement long, extrêmement différenciant dans la mesure du possible. Ça se traduit également par beaucoup de recherches au niveau des données, etc., pour proposer quelque chose qui est meilleur. Bien évidemment également, dans la mesure où, quand j'ai commencé mon agence, j'ai commencé avec un domain authority de 0. Donc bon, j'avais vérifié notamment dans Ahrefs pour voir que voilà, le nom de domaine n'était pas spammé, donc ça m'a permis de commencer à 0. Mais voilà, ce que ça veut dire également, c'est que j'aurais été incapable de me classer à peu près correctement sur agence SEO ou agence SEO Paris, parce que clairement, ça aurait été inenvisageable. Donc l'objectif pour moi, c'était vraiment de chercher cette longue traîne ici, en proposant justement des contenus qui vont être longs, avec une sémantique assez diversifiée, ce qui m'a permis comme ça d'engranger mes premières victoires. Alors ça, bon, globalement, je vais passer assez rapidement parce que bon, j'ai simplement fait énormément de suivi, bien évidemment, sur mes datas. En fait, moi, en gros, là, les 5 premiers mois, quand j'ai commencé mon site, j'ai pas du tout regardé Google Analytics parce qu'en fait, je trouve que c'est toujours quelque chose d'extrêmement frustrant. Les data, en tout cas, les résultats n'arrivent pas tout de suite. Donc voilà, il faut plutôt que de passer son temps sur Google Analytics et de regarder que la courbe ne monte pas, eh bien, rester concentré sur ce qui est important, à savoir la création de valeur. Alors ça, je vais passer également très rapidement, mais sur la création de mon contenu, évidemment, j'ai fait en sorte de créer un cocon sémantique qui allait être puissant et d'avoir une architecture en siloing, donc quelque chose de très classique qui est important de faire. Et alors ça, c'est plutôt pour l'anecdote, c'est l'architecture de mon site. Alors il y a quelques mois de ça, maintenant c'est un peu évolué, mais voilà, je trouvais ça plutôt joli, ça ressemble à une fleur. Donc bon, voilà.
Alors maintenant, je vais vous parler de stratégie de branding. Alors là, je vous ai parlé de positionnement auparavant. C'est bien d'avoir un positionnement. Le truc, c'est que quand on a un positionnement dans sa tête, il est clair, bon, très bien. Le truc, c'est qu'à un moment, il faut quand même essayer de le matérialiser d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, déjà, tout d'abord, cette matérialisation et cette différence, ça va se faire vraiment grâce au branding, en fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et contrairement à ce qu'on a tendance à croire, on n'est pas obligé de s'appeler Coca pour pouvoir faire du branding. En tout cas, moi, j'ai vraiment fait ça avec 3 francs 6 sous, et je pense que voilà, c'est tout à fait accessible. Alors tout d'abord, j'aimerais vous parler de ma définition du branding. Le branding, de manière générale, c'est vraiment comme une infusion. C'est la capacité, justement, à saupoudrer un peu de sa marque sur l'ensemble de ses contenus. Autant les communications, ça peut être des communications LinkedIn, ou sur ses articles de post, sur ses visuels, etc. Alors concrètement, comment ça se matérialise dans Google? Alors globalement, voilà, je vais reprendre ce qui paraît évident, mais voilà, pour moi le concept d'EAT, donc Expertise, Authority, Trust, ça reprend exactement finalement le concept de branding. Pour moi, ça c'est le branding à la sauce de Google. Et clairement, ce que j'ai essayé de faire avec mon agence, c'est justement d'augmenter mon expertise, d'augmenter mon autorité et d'augmenter la confiance globale. Alors concrètement, soyons un peu plus concrets, comment est-ce que j'ai fait ça et comment est-ce que ça s'est matérialisé? Alors moi sur mon site, donc en 1 an de temps, voilà, j'ai à peu plus maintenant de 100 articles qui font entre 5000 et 25 000 mots. Donc là on est sur des contenus qui sont extrêmement denses, extrêmement précis. Souvent d'ailleurs quand je partage mes articles avec soit avec mes clients, soit avec des gens du secteur, ils me disent mais t'es complètement fou, pourquoi est-ce que tu fais des articles aussi longs? Tout simplement parce qu'en fait faire des articles de 500 mots en SEO sur des mots-clés qui sont compétitifs, autant pas les faire en fait. Donc moi quand j'essaye de faire un sujet, j'essaie de le traiter de A à Z dans la mesure du possible. Alors c'est très time consuming, c'est très exigeant, mais à la fin ça permet d'aboutir sur un contenu qui va être vraiment, si possible en tout cas, au-dessus. Autre chose, alors ma chaîne sur YouTube, alors c'est une chaîne qui est relativement petite, moi j'ai à peu près 300 abonnés, et en fait ce que j'ai essayé de faire depuis le départ, c'est qu'avant même d'avoir un nom d'agence, je sais que je voulais créer une agence, et en fait ce qui manque souvent, je trouve, avec les entrepreneurs, c'est que quand ils sont invités à des conférences, ils racontent l'histoire une fois qu'ils ont réussi. Et en fait, il n'y a rien de plus chiant, parce que à quel moment finalement, il y a eu être un entrepreneur, c'est avoir des tas de doutes dans tous les sens, à tous les moments en fait. Et donc je crois que voilà, avec cette chaîne YouTube, par exemple, quand j'ai fait ma première vidéo, je ne savais pas le nom de mon agence, bref, j'étais vraiment dans le doute sur plein de choses, et j'ai vraiment essayé j'ai créé en fait l'ensemble de mon agence sur YouTube en fait, donc en le présentant sur YouTube. Alors, autre point, d'ailleurs, c'est un peu ce que vous avez pu voir tout au long là, de ce que je vous ai présenté. L'univers de marque, à mon sens, ça se matérialise également par justement les visuels et les infographies. Donc, alors moi, au départ, je ne suis pas du tout designer, mais la grande majorité des visuels que vous allez voir ici, c'est des visuels que j'ai créés moi-même, en fait. Pour moi, le fait d'avoir une charte graphique qui soit claire, nette et précise, qui est définie au début, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Parce que finalement, sans même potentiellement lire votre contenu, les gens vont vous reconnaître, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Autre chose pour le branding que j'ai vraiment utilisé, voire même beaucoup utilisé, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme encore extrêmement intéressante. Là, vous avez un exemple des types de posts que je propose. Moi, quand j'ai commencé avec Tweno, j'avais même pas 500 personnes qui m'étaient... j'avais même pas 500 connexions. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 8000. J'ai communiqué énormément au début sur LinkedIn parce que j'avais pas forcément de clients. Et donc, voilà, j'avais le temps de le faire. Aujourd'hui, je publie un peu moins, mais c'est quelque chose, voilà, j'aime bien. Je suis pas du tout dans l'automatisation sur LinkedIn. Je préfère, voilà, publier lorsque j'ai le temps et surtout répondre aux commentaires. C'est important aussi, je pense que c'est de l'interaction. Et moi, c'est un réseau qui m'a énormément servi pour développer mon activité. Alors, au-delà du branding corporate, qui peut parfois être un peu chiant, un peu pénible, moi, il y a quelque chose aussi que j'ai développé énormément, c'est le personal branding. Alors, le personal branding, souvent, quand on dit ça, les gens pensent que c'est des histoires de nombril. Moi, j'ai à aucun moment un problème de personnalité ou d'ego, mais c'est simplement le fait de se dire que c'est se mettre au service de sa marque. Et donc, pour moi, aujourd'hui, les boîtes doivent avant tout s'incarner. C'est ce que je répète sans arrêt à mes clients également. Par conséquent, moi, pour pouvoir essayer d'avoir un minimum de visibilité, j'ai vraiment mis le paquet personnellement.
Autre avantage du personal branding, à mon sens, c'est qu'on peut parler de ces valeurs sans être pénible, en fait. Il faut se rendre à l'évidence. Souvent, ce qu'il y a de pire pour moi sur les sites web, c'est la page valeurs. C'est quelque chose qui me paraît toujours un peu, d'ailleurs c'est fait parfois par des RH peut-être un peu ennuyés ou déprimés, mais quand c'est une personne qui vous parle de ses propres expériences, de ses propres valeurs, et ben ça fait tout de suite, ça résonne beaucoup plus en fait. Et donc typiquement moi dans mes communications, par exemple sur LinkedIn ou autre, eh bien j'essaye d'infuser mes valeurs qui sont donc celles de la liberté, l'humilité, la bienveillance, l'authenticité, le travail et la performance. Autre chose liée au personal branding, c'est que eh bien, finalement, on peut parler également des choses qui nous font vibrer pour de vrai. Et ça, je pense que c'est important. On crée quand même beaucoup plus de confiance d'homme à homme, en fait. Et donc, le fait de raconter des histoires et le fait d'être... Moi, je sais que, par exemple, dans mes communications, il y a beaucoup de personnages que j'aime bien, et notamment ces deux personnages-là, donc Forrest Gump, qui explique justement ma fameuse casquette Booba Gump, et également Cyrano de Bergerac, qui sont des personnages assez antagonistes à proprement parler, assez différents, mais bon, je me retrouve pas mal dans L'idiot du village avec Forrest Gump. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de mes résultats. Alors le gros avantage effectivement en SEO, et notamment grâce à Google Analytics et Google Search Console, c'est qu'on va pouvoir concrètement mesurer eh bien, finalement si le branding fonctionne. Alors là, je vous ai présenté simplement mes chiffres sur Google Analytics sur les 3 derniers mois. Donc voilà, là je suis en ce moment à 7500 visiteurs. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que mon pic était à 11 000 il y a quelques mois de ça, juste avant le Covid. D'un point de vue de ma répartition, c'est essentiellement du SEO, hein, donc vraiment c'est pratiquement que ça, un petit peu en dessous de 90%. Je fais pas du tout de publicité non plus, parce que justement mon objectif c'est en tant qu'agence SEO d'avoir des résultats que en naturel. Donc là, au niveau de la concrétisation des aspects branding, typiquement là sur mes résultats pour mon site, on voit que finalement là mon agence donc Tweno arrive en deuxième résultat le plus important dans Google Search Console. Donc lorsque les gens font des recherches, ils tapent Tweno directement, ce qui est relativement intéressant dans la mesure où finalement c'était une marque qui n'existait pas il y a encore un peu plus d'1 an en fait. Je pourrais dire ça tout à l'heure, j'ai mon ordinateur. Et ensuite, et même chose au niveau de mon propre nom, donc Alexandre Marotel. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, des gens aussi tapent maintenant mon propre nom pour aboutir sur mon site. Et donc, ça montre aussi que le personal branding peut également avoir des effets. Ça, c'est mes informations sur Google Search Console. Comme ça, vous avez globalement la vue de tout. Bon, il y a eu une sorte de baisse en août, ce qui est relativement normal hein, dans le secteur du B2B. Les agences, c'est relativement mou en août. Hein. Voilà, donc plus de trafic c'est bien, mais j'aimerais maintenant vous parler un peu d'écologie, parce qu'en fait pour moi je vivais dans une sorte un peu de contradiction. Comment faire pour être un SEO et donc faire en sorte d'avoir plus de trafic sur le site, sur mon propre site et également sur le site de mes clients, mais ça veut dire également finalement faire tourner beaucoup plus les serveurs et donc participer également à un peu une sorte de dégradation, en tout cas consommer beaucoup plus d'électricité. Donc moi ce que j'aimerais également faire, c'est vraiment essayer de faire la jointure et montrer que la performance SEO n'est pas en contradiction justement avec l'écologie. Et également, comment rendre nos métiers du web moins prédateurs pour l'environnement. Alors là, je vais faire un peu les slides un peu tristes / pénibles, parce que voilà, pour moi c'est quand même important de faire le constat, et malheureusement le constat n'est pas bon. Donc voilà, aujourd'hui le numérique émet 4 fois plus de CO2 que la France. Donc là on est à 3,8%, la France à 0,9%. Alors certains me diront sans doute que voilà, on est mieux que l'Allemagne et le Japon, mais dans tous les cas on est tous très très mal en fait. Ça, c'est un autre graphique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est simplement pour dire que, en fait, on n'a même pas commencé à décélérer d'un point de vue CO2. Donc là, actuellement, il y a vraiment un mur qui se présente devant nous, et donc on n'est même pas en train de décélérer et encore moins de freiner, mais on est encore en train d'accélérer malgré toutes les prises de conscience qu'il peut y avoir. Pareil, là je pense que c'est des choses que vous connaissez également, mais bon, je vais quand même passer dessus. C'est sur le jour du dépassement de la Terre. Donc clairement aujourd'hui, hein, on vit avec des terres en plus, entre guillemets. En tout cas, on a des ressources qui sont limitées, et donc il nous faudrait un peu moins de 2 terres pour pouvoir vivre correctement.
Ça, j'aimerais bien que ce soit ma courbe SEO, de mes résultats SEO. Malheureusement, c'est pas ça exactement, mais c'est la concentration atmosphérique de CO2. Donc clairement, c'est également pour vous montrer que voilà, ça va pas dans le bon sens. Hier, c'était intéressant parce qu'il y a eu la conférence de John Mueller et j'aurais bien voulu lui présenter ces chiffres-là. C'est les chiffres de Google, donc notamment sur la consommation d'énergie. Et bien évidemment, on voit que la courbe monte. Quand on lit un peu plus dans le détail, on voit que quand même Google a conscience des enjeux et par conséquent essaye d'être neutre. Donc pour le coup, eux, ils arrivent à compenser. Néanmoins, je pense que, à mon sens en tout cas, ça ne va pas suffisamment loin. Quand on est un leader mondial avec un tel portefeuille tel que Google, je pense qu'on peut être plus que neutre. On pourrait vraiment être force d'initiative. Et d'ailleurs, la question que je posais hier à John Mueller, c'était à quand finalement l'algorithme, et notamment les critères de l'algorithme, allaient vraiment prendre en considération les problématiques environnementales. C'est des choses qu'on peut suivre aujourd'hui et c'est dommage, à mon sens en tout cas, que ça ne soit pas encore suffisamment fait en fait. Alors également des chiffres, alors notamment sur les emails, c'est vrai que les emails ça paraît toujours quelque chose d'un peu bateau, mais je pense que c'est important parce qu'on en envoie tous énormément et on en reçoit. Et donc là, chaque minute dans le monde, on envoie à peu près 203 millions d'emails, ça représente 816 tonnes de CO2, équivalent de 494 vols de Los Angeles à Londres. Alors ça, globalement, c'est également donc, les chiffres depuis de 2016 à 2021 sur l'évolution des parts de trafic. Donc voilà, globalement, on voit que la vidéo est de plus en plus importante. La vidéo, c'est un enjeu qui est extrêmement, ça va être extrêmement compliqué de faire baisser ça, mais je pense qu'il y a peut-être des solutions à trouver à ce niveau-là. Également le cloud computing, donc bien évidemment les data. Alors là pour le coup, moi je suis pas du tout la personne qui va vous faire être donneur de leçons parce que moi également j'ai le cloud sur mon ordi, ça balance de la formation sans arrêt. Et donc bon là il faut simplement en avoir conscience et puis essayer de compenser à certains moments. Autre manière de le voir également, c'est au niveau du nombre d'appareils par habitant. Donc sans surprise, les États-Unis ils sont pas bons. Ils ont 7,8 appareils par habitant, donc appareils numériques, tout ce qui va être tablette, ordinateur, etc. En Europe, on est un peu moins consommateur, mais tout ça pour vous dire que globalement, ça aussi, ça va pas dans le bon sens. Alors, concernant le recyclage, en Europe, on n'est pas si mauvais, même si c'est pas encore suffisant, mais clairement, on est meilleur que les Américains et autres. Mais globalement, de toute façon, il y a des choses qui vont être à créer et à développer par rapport à ça. Voilà, j'ai presque fini sur les slides pénibles, mais voilà, également au niveau du déficit des métaux, c'est pareil en fait, bien sûr nos appareils électroniques sont vraiment composés de tous ces matériaux-là, et donc bien sûr il y a des enjeux politiques, voire même géopolitiques qui vont être inhérents à tout ça, et donc voilà, ça risque d'être problématique dans l'avenir. Ça je vais passer très rapidement dessus. Vous le savez, la plupart du temps, c'est les impacts, notamment sur la planète, à la fois au niveau de la pollution des eaux, de la végétation, de la population animale qui chute drastiquement actuellement, la fonte des glaciers, les impacts également humains, bien évidemment. C'est toujours étonnant un peu avec le Covid, c'est qu'on voit toutes les mesures qui sont prises, qui ont été prises très rapidement. Par contre, les problématiques de pollution avec des gens qui vivent à côté du périphérique depuis des années, ça semble ne pas être... c'est beaucoup, vu que c'est sur du long terme, c'est beaucoup moins visible et donc on a tendance à l'oublier sans doute un peu trop. Alors, maintenant, je vais essayer d'être un peu plus optimiste et je vais vous parler de performance SEO, sobriété numérique et écologie. Pour moi, j'ai vraiment l'intuition, en tout cas la croyance que ça va, la conviction plutôt que la croyance, que tout ça va dans le même sens en fait. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de vous donner quelques éléments peut-être de réponse sur ces problématiques-là. Alors tout d'abord, je pense que l'une des premières choses à faire, à mon sens en tout cas, c'est de faire en sorte de mesurer l'empreinte carbone de son site. C'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire. Il y a de plus en plus de sites qui le proposent facilement. Et une fois qu'on a conscience du problème, c'est un peu comme un audit SEO, une fois qu'on a diagnostiqué les choses, on arrive à trouver potentiellement des solutions. Ensuite, l'une des choses qu'on peut faire, c'est au niveau de l'hébergement. Alors il y a de plus en plus de sites, d'hébergeurs plutôt qui proposent notamment des énergies renouvelables. Donc c'est des choses vers quoi il faut tendre, en tout cas à mon sens. Donc là je vous en ai proposé deux, Green Geek et SiteGround, qui peuvent être des alternatives intéressantes. Ensuite, alors autre chose pour le coup qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple non, mais qui est assez facile à faire, c'est notamment au niveau de la réduction des tailles de page.
Donc alors on peut penser notamment à la taille de la police, au niveau des codes également, à faire en sorte d'avoir des pages qui sont beaucoup moins longues en code, avoir des images qui soient compressées correctement et peut-être un peu moins de vidéos également. Car il faut, voilà, l'un des chiffres qui est important, c'est qu'effectivement, en fait, depuis 2011 à 2017, on a pratiquement multiplié par 3 nos tailles de pages, ce qui est quand même relativement considérable. Et en fait, ces pages deviennent de plus en plus obèses, et à mon sens, il faudrait qu'on revienne sur un peu plus de sobriété, en fait. Et alors, moi, j'ai pas complètement pris ma décision encore sur l'arrivée de la 5G, mais je pense que la 5G, l'un des soucis sans doute de la chose, c'est que ça ne va pas du tout gommer justement le fait que les pages vont être de plus en plus obèses en fait. Alors, l'obésité de ces pages, elle vient de plusieurs facteurs, notamment des images à proprement parler, des scripts, des vidéos également. Donc voilà, moi par exemple sur les sites de mes clients, l'une des choses que je fais la plupart du temps, c'est que je repasse derrière les images et je les compresse en fait. Donc c'est... Okay. Alors, autre chose également, au niveau de la rédaction web, alors c'est vrai que c'est un peu... moi, je vais pas du tout me faire des copains, sans doute, notamment au niveau du Black Hat, mais moi, j'aime bien, en fait, une page, finalement, pour moi, a une utilité, c'est vraiment essayer de délivrer le maximum d'informations aux gens. Et au bout d'un moment, à avoir plein de petites pages qui servent à rien, je pense qu'il y a sans doute un grand coup de ménage à faire, parce que c'est des pages, finalement, qui polluent pour rien. Donc, moi, lorsque j'essaie de m'attaquer à un sujet, alors certes, mes contenus sont très longs, mais j'essaye de vraiment y aller en profondeur au maximum pour pouvoir traiter les choses. Autre élément, alors le format, effectivement, alors Google poussait un peu auparavant, c'est un peu moins trendy maintenant, mais le format de l'AMP, alors c'est pareil, l'AMP, il y a des gens qui sont pour ou contre. Moi, je trouve que c'est un format qui est relativement intéressant parce que justement, c'est beaucoup plus épuré en fait. Autre point, l'ergonomie, bien évidemment, quand on se balade sur un site et qu'on n'arrive pas à trouver la bonne information, on y passe potentiellement des plombes. Et donc, je pense que avoir un site ergonomique, c'est également avoir un site qui est bon pour l'environnement. Pensez, alors ça c'est un peu à côté du site web, à côté du site web, ouais. Nettoyez vos boîtes mail régulièrement. Il y a plein de choses que vous recevez potentiellement plein de newsletters, des trucs que vous lisez peut-être pas. Alors moi c'est pareil, il y a toujours, parfois dans les techniques de gros sacs, on dit oui, vas-y, on te balance une liste et on t'envoie je sais pas combien d'emails. C'est dommage parce que voilà, les emails qui sont envoyés, même s'ils ne sont pas lus, ça a vraiment une consommation et un impact en fait. Donc il faut éviter. Il faut surtout que ça soit vraiment bien ciblé en fait. Alors vraiment, forcément, dans tout ce que je vous ai dit, il restera forcément de l'incompressible. Et là, c'est le moment où c'est un peu bateau, mais pensez à planter des arbres. C'est très comment on dit comme ça, mais je pense que c'est important. Donc voilà, il y a plein de manières de le faire aujourd'hui. Notamment, voilà, là, je vous ai donné des exemples de sites web, mais c'est important. Et également, alors moi, à titre perso, j'utilise Ecosia et bien évidemment pour les raisons professionnelles, Google, ça reste majoritaire. Mais voilà, il y a encore aujourd'hui des alternatives. Donc voilà.